À la fin de l'année 1960, Boulevard de Julien Duvivier fait son apparition sur les écrans parisiens. C'est le 66e film du cinéaste dont la carrière en comptera 71. 71 films tous très différents, car Duvivier ne se cantonne pas à un genre ou à un ton. Il réalisera comédie, policier, aventure exotique, drame familial, film fantastique ou bien film à sketch, genre dont il fut même le précurseur avec Un carnet de balles. Duvivier affirmait d'ailleurs dans une interview donnée à Cinémonde en septembre 1959 « Le changement a toujours été ma règle de vie, de là mon attirance pour tout ce qui est nouveau. » Il faut quand même dire que Duvivier, c'est un grand pasticheur. Alors attention, c'est pas du tout péjoratif ce que je veux dire, mais Duvivier est un cinéaste incroyablement cinéphile. Duvivier admire le néoréalisme italien à un moment, Duvivier est complètement dingue d'Orson Welles, d'ailleurs ils ont des points en commun tous les deux, et Duvivier aime, et c'est ça aussi qui fait l'éclectisme de sa carrière, aime prendre des formes chez les gens, d'autres cinéastes, les recréer à sa manière, et en fait prendre ses motifs obsessionnels et comme ça les diversifier à la manière d'eux quasiment. Julien Duvivier naît à Lille en 1896, d'un couple qui selon ses mots se haïssait. Son père est commercial, il voyage beaucoup, sa mère est passionnée par les arts, notamment le piano. Lui-même, très attiré par le théâtre, part à Paris pour entamer une carrière de comédien. Mais il délaisse rapidement les planches pour s'orienter vers le cinéma aux côtés d'André Antoine, l'immense comédien et metteur en scène, considéré comme l'inventeur de la mise en scène moderne en France et qui réalise quelques films à la fin des années 1910. Duvivier est tout d'abord régisseur, puis assistant. Il passe à la réalisation en 1919 et tourne une vingtaine de films muets. Duvivier est un technicien hors pair. Il connaît tous les métiers sur le plateau et sait exactement ce qu'il désire à l'image. C'est pourquoi ses tournages vont vite. Il sait respecter le plan de travail et gagne ainsi la confiance des producteurs. Il s'empare du parlant avec le plus grand enthousiasme. Les années 1930 sont les plus florissantes pour Duvivier. Il tourne jusqu'à 3 films par an, avec les plus grands techniciens en France, mais aussi à l'étranger. Il y a une période de ce cinéma-là dans les années 30 de Duvivier où la masculinité rêve, elle rêve de jours meilleurs. C'est toujours les femmes, ces garces, qui empêchent l'idéal de se mettre en place. Mais il y a comme ça une mythologie, espèce de tragédie, de mélodrame à la Duvivier, qui est la grande période des années 30. Mais il ne faudra pas non plus négliger la période des années 50, où alors là, les désillusions, il les piétine encore plus violemment, puisqu'en fait Duvivier est le cinéaste qui piétine les illusions, et d'ailleurs ses propres illusions. Duvivier sait créer des ambiances. Ceux qui ont soif, rappliquez. Vous pouvez amener les dames et les bouteilles, on va boire la course. Et on a gagné, on a gagné. Hé, va chercher du mousseux de renfort. Mais ce qui l'intéresse particulièrement est la psychologie des personnages. Oh bah oui, qu'est-ce qu'ils ont vu alors? Il fait tourner les plus grands acteurs et actrices. Harry Bor, Madeleine Renaud, Edwige Feuillère, Louis Jouvet, Michel Simon et surtout Jean Gabin. Il participe, voire crée le mythe Gabin, lui offrant certains de ses plus beaux rôles. Le légionnaire Pierre Guillier de La Bandera, Pépé le Mocco, André Châtelain de Voici le temps des assassins, qui sera la dernière de leurs 7 collaborations en 1956. Mais pour Duvivier, Gabin incarne surtout le Jeannot de La Belle Équipe en 1936. Un potager et puis une petite maison au milieu. Alors, au moment où Duvivier tourne La Belle Équipe, évidemment, on est en plein Front Populaire, et donc tout le monde estime que c'est le film du Front Populaire. Alors, c'est sans compter le fait que Julien Duvivier ne croit à rien. Donc, il va faire un film, justement, qui est censément un rêve de collectivisme, c'est-à-dire l'histoire de quelques potes, des ouvriers, ils gagnent à la loterie nationale, ils vont créer une guinguette, ça va être merveilleux, on va chanter au fil de l'eau, etc. Et puis évidemment, à cause d'une femme, à cause d'une femme, tout ça va se déliter parce que il y aura de la rivalité amoureuse et tout.
Et donc, quand le film sort, alors là, personne ne comprend. C'est-à-dire, d'un côté, alors là, évidemment, la presse fascisante se défoule sur le film juste pour son côté soi-disant collectiviste, alors qu'en fait, Julien Duvivier, justement, ne raconte pas ça. Il raconte déjà la fin de l'idéal, lui. Et la presse communiste, elle, est complètement éberluée qu'il n'aille pas au bout de ce rêve collectiviste. Donc personne n'est content, à tel point qu'évidemment, le producteur lui demande, donc, puisqu'on sait, c'est pour ça qu'il est célèbre, qu'il y a 2 fins dans ce film, de tourner un happy end absolument ridicule, d'ailleurs, qui n'a rien de logique avec la narration du film, mais pour que l'idéal du Front populaire soit respecté. Oh, dites donc les gars, nos godillots sont en pleine détresse. Je propose qu'on commence par s'acheter une paire de vernis. Ça urge, hein? D'accord. Eh ben alors. Tiens, hop. Et voilà. Oh, il y en a des chouettes, là. Outre des sujets et des tons très divers dans les films de Duvivier, ce qui fait aussi son succès, c'est l'invention perpétuelle des formes. Le cinéaste expérimente. À une époque où, par exemple, les caméras se figent, au passage du muet au parlant, celle de Duvivier continue de virevolter. Il suit ses personnages dans des plans-séquences étonnants. Nombre des films de Duvivier sont des succès internationaux, et notamment Pépé le Moko, qui lui ouvre les portes des studios hollywoodiens dès 1937. Je vous invite à une ovation discrète mais chaleureuse en l'honneur de nos jeunes amis qui nous ont fourni l'instrument de la révolte. Et pip pip. Duvivier, qui a séjourné aux États-Unis pendant les années de la Seconde Guerre mondiale, voulant protéger son épouse de confession juive, revient en France en 1945. Il tourne jusqu'à la fin de sa carrière au rythme d'1 ou 2 films par an, toujours avec de grandes vedettes, notamment Gérard Philippe, Daniel Darieux, Brigitte Bardot ou Fernandel, qui incarnera Don Camillo, dont Duvivier tourne les 2 premiers volets, ses plus grands succès commerciaux. Les années 50 seront encore émaillées de petits bijoux. La fête à Henriette, Voici le temps des assassins, Marie-Octobre, tous aussi différents les uns des autres. Panoramique sur la porte. On frappe. Quel début, quel suspense. Et après? Après, il faut trouver la suite. Donc après commence ce début des années 60, oui, c'est la fin de sa carrière. Il y a ce boulevard, donc qui est une espèce de petit diamant noir étrange, très intéressant dans sa manière, en fait, de faire du jeunisme, mais de faire du jeunisme intéressant. Et de regarder la jeunesse avec une certaine... il est toujours un peu ricanant, il ne peut pas s'en empêcher, mais il y a une vraie tendresse. On sent qu'il jette sur la jeunesse, mieux que Marcel Carné, qui à la même époque essaye de faire des films jeunes, et c'est pas toujours aussi réussi qu'on voudrait. Duvivier, lui, on sent vraiment que ce personnage de Jean-Pierre Léaud, il se projette dedans. Il se projette dans cette espèce de petit anard, de petit misanthrope qui a envie d'être aimé. C'est fou, on a l'impression que c'est déjà un monsieur de 70 ans qui nous dit à quel point il n'a jamais réussi vraiment à être aimé dans sa vie. Et après, il va continuer avec des choses. Alors, il va faire un sketch très, très, très chouette dans Le Diable et les 10 Commandements, par exemple. Donc, certaines choses un peu plus de la comédie. Et après, il va finir avec Diaboliquement Vôtre, qui est une tentative de polar, un peu comme ça, la James Hartley Chase, ou encore, il expérimente encore et toujours. Je pense qu'il ne serait pas mort d'une crise cardiaque au volant de sa voiture, il aurait encore expérimenté d'autres choses. C'est ça qui est fou, c'est que de la part d'un tel cynique, la seule chose qui n'était pas cynique chez lui, c'est de toujours penser que le cinéma pouvait être expérimenté différemment, qu'il pouvait encore s'en servir pour l'aborder différemment, pour trouver une autre manière de mettre en scène, pour raconter de nouvelles histoires. Ça, c'est drôle parce que de sa part, c'était une candeur magnifique. Quelque chose du tout est possible. La société est pourrie, mais au cinéma, bon sang, tout est possible. Le soleil de Pigalle, c'est le néon qui régale les pigeons du joli boulevard
d'une guirlande de Bengale pour calmer leurs fringales de flonflon.